Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter comment fonctionne le Code civil. C'est le seul livre à votre disposition pour cette année, donc c'est important de bien le maîtriser, surtout que vous allez être amené en droit civil à l'utiliser pour tous les exercices. Le cas pratique, on va vous demander un vrai travail de recherche à l'intérieur du Code civil pour piocher les bons articles et pour aussi chercher de la jurisprudence. Et puis ensuite, pour l'analyse d'arrêt, vous serez amené à rechercher par exemple les articles invoqués par le pourvoi ou repris par l'argumentation de la Cour de cassation. C'est pourquoi il est important de bien maîtriser ce code. Vous le voyez, effectivement, c'est un long recueil et je vais vous montrer aujourd'hui tous les petits secrets pour bien comprendre comment ça marche. On commence. Donc voilà le Code civil, on en a une édition par an, on voit bien que celui-ci c'est l'édition 2022. Prenez celle de l'année de votre licence évidemment. Comme il est mis à jour chaque année avec les nouveaux articles de loi, la nouvelle jurisprudence, il faut toujours avoir un code civil bien à jour. Ça coûte une vingtaine d'euros de toute façon si vous êtes étudiant. Et sachez en plus de ça qu'il existe une version dématérialisée, c'est-à-dire un code civil en ligne à activer avec un code, une clé d'activation, comme ça vous n'avez pas à transporter cette brique partout où vous allez. C'est particulièrement utile lorsque vous allez à la bibliothèque universitaire. Quand on ouvre le code civil, la première chose intéressante, c'est cette liste des abréviations. Alors personnellement, c'est pas un truc que j'utilisais hyper souvent, mais les symboles ainsi que toutes les abréviations vont permettre de vous repérer, surtout au début, quand on n'est pas trop familiarisé avec le vocabulaire en droit, les différentes instances, etc. Ça peut pas mal aider à se repérer. Après cette liste des abréviations, on a un outil vraiment utile qui est la table des matières. Il faut savoir qu'historiquement, le Code civil a été créé en 1804, avec une réforme de Napoléon, qui avait à l'époque instauré 3 livres, qui formaient ensemble un code civil. Sauf que depuis, on a rajouté 2 livres. Actuellement, il y en a 5 et ils sont tous regroupés dans ce recueil. Ces livres sont eux-mêmes subdivisés en titres, en chapitres, et certains titres sont eux-mêmes divisés en chapitres, encore subdivisés en sections et en paragraphes. Bref, on vous invite à bien regarder les grands titres, les chapitres, pour vous référer aux meilleurs endroits possibles. Comme je l'ai dit à l'instant, il y a 5 livres différents. Chacun porte sur un thème précis. Le premier livre, il est relatif aux personnes. On voit que le deuxième livre est relatif aux biens des différentes modifications de la propriété. Le troisième livre est relatif aux différentes manières dont on acquiert la propriété. Le quatrième livre est relatif aux sûretés. Et le cinquième est relatif aux dispositions applicables à Mayotte. Alors autant vous dire que les livres vers lesquels on va se référer, c'est surtout le premier, donc concernant les personnes, et le troisième. Les autres, ils vont être un petit peu plus à part. Et puis on vous invite aussi à bien regarder les titres pour vous orienter vers les articles qui vont nous intéresser. Ici, on a les pages auxquelles sont présents tous les articles qui nous intéressent. Donc autant sur le côté, on voit qu'ici on a des subdivisions, c'est-à-dire des sections, des chapitres, et tout à droite, vous avez les pages auxquelles c'est. Donc là on voit qu'on est vers la page 2251, ancien, et ici on a la page 2323 pour retrouver ce fameux titre. Ensuite ça commence directement avec les articles du Code civil, et ce qui va nous intéresser avant de se lancer dans une lecture, c'est de regarder la fin, qui elle aussi est remplie d'outils intéressants. On le sait, la crise sanitaire du Covid-19 a amené énormément de réformes au niveau de la loi, surtout des ordonnances, et on a tout un appendice sur des lois relatives au Covid-19. Alors peut-être que ça sera que dans l'édition du coup de 2022, mais vous avez toute une parenthèse Covid, donc voilà, à bien observer pour les arrêts. Ensuite on a la table des renvois. Elle est particulièrement utile si on vous donne un arrêt qui remonte un petit peu, qui date, pour retrouver un article, parce qu'en 2016 il y a eu une réforme qui a modifié la disposition des articles dans le code, et donc vous allez devoir retrouver dans la colonne article ancien l'article en question et voir vers quel numéro il a été déplacé. Donc on voit que c'est des articles aux alentours des 1000, donc relatifs au 3e livre. On en a quelques-uns, je dirais environ 200, mais c'est important quand même de voir la conversion et où il se trouve désormais. Évidemment ici on est en présence du Code civil, mais parfois il va y avoir des petites références à d'autres codes. Celui qui est le plus important à mon sens,
Surtout au deuxième semestre, c'est le code de santé publique. Il y a pas mal d'articles qui sont évoqués dans les arrêts qui sont relatifs à ce code-ci, pour la GPA, pour la PMA, et du coup c'est intéressant de voir que dans le code civil ont été introduits des articles du code de santé publique et même d'autres codes, comme celui de procédure civile, qui revient pas mal aussi dans les arrêts, comme le code de commerce. Bref, c'est des articles vraiment essentiels de ces codes-ci qui sont insérés dans le code civil pour qu'on ait une petite référence dessus et qu'on pourra pourquoi pas caler dans nos cas pratiques. Comme vous le voyez, il y a même le numéro des articles qui est indiqué et ce à quoi ils font référence. Donc c'est une table tout aussi intéressante et qui permet une ouverture vers directement après, on a ce qu'on appelle la table chronologique. Alors là, c'est plusieurs dates qui sont inscrites, ça commence à l'an 2, donc vers les années 1790, pour revenir jusqu'en 2022 et ça permet de voir l'évolution vraiment du droit au fil des années, avec l'introduction des articles importants qui ont fait évoluer grandement le droit. A titre d'exemple, on a le 24 mai 2013, la fameuse date de l'ouverture du mariage pour tous, et puis on a d'autres articles comme ça qui remontent jusqu'à 2022, donc ça permet vraiment de voir l'évolution pure et dure du droit. Et on arrive enfin, selon moi, à la partie la plus importante de tout le code civil. J'ai pas mal d'amis qui l'ont découvert vraiment au deuxième semestre, alors que c'est, selon moi, la partie du code la plus importante, c'est la table alphabétique. Alors là, c'est important de bien savoir l'utiliser. En gros, ici, on a classé par ordre alphabétique toutes les notions en droit. Et donc, cette table, elle est vraiment indispensable pour faire un cas pratique. Encore, vous pouvez vous rapporter à la table des matières pour chercher voilà, les lois relatives à ce qui nous intéresse. Autant dès qu'on a un problème un peu plus précis, on va devoir se référer à cette partie du code. On va faire un exemple. Dans ma vidéo sur le cas pratique, je vous ai présenté un cas pratique sur la preuve. Et bien ici, vous allez avoir tous les outils, tous les mots-clés en fait qui sont rapportés relatifs à la preuve, à la lettre P. Donc par exemple, si on cherche un acte sous signature privée, on sait qu'on devra se référer à l'article 1322 ancien, donc aujourd'hui le 1372 avec la table des conversions. Si on veut par exemple prouver un aveu 1355 ancien, ce sera le 1383 d'aujourd'hui. La charge de la preuve, pareil, article 1353. Ça permet vraiment de s'orienter dans son travail. Et vous voyez bien que vous avez plein en rouge de différents thèmes qui sont eux-mêmes classés avec des articles. Et donc, ces petites lettres et qui sont précédées par les numéros, c'est les articles en fait qu'il va falloir chercher dans le code civil pour se référer, par exemple, à l'acte confirmatif, comme je le disais tout à l'heure, à l'aveu, à la charge, etc. Quelque chose qui m'a un peu déroutée au début, c'est que j'allais chercher l'article en question et que je m'attendais à retrouver par exemple le mot charge et que dans mon article, je ne le voyais pas. En réalité, il faut parfois aller piocher dans la jurisprudence en dessous, ou alors le texte ne formule pas directement le mot charge, mais il s'agit bien de ça. Donc cherchez vraiment. Il faut faire aussi des liens, c'est pas toujours très explicite, mais c'est toujours bien indiqué, ça c'est sûr, c'est trié. Et comme vous le voyez, vous avez énormément de thèmes différents. Donc tout ça, ça va vous aider pour vos cas pratiques, incontestablement. On retourne dans la table alphabétique au niveau de la preuve, on voit que l'écrit c'est l'article 1363. Eh bien, allons dans le code civil et allons chercher cet article 1363. Pour repérer les articles, on regarde en haut, l'inscription en rouge. Et on attend de voir l'article 1363. Article 1363, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. On voit bien qu'on est dans l'exemple que j'invoquais tout à l'heure, c'est-à-dire il n'y a pas écrit explicitement qu'ici eh bien, on fait référence à un écrit. Mais un titre, c'est un écrit. Donc on ne peut pas se faire un écrit pour soi-même. En gros, on ne peut pas écrire sur un bout de papier eh bien, je suis innocent, je n'ai pas à rembourser cet argent. Non, on ne fait pas de preuve pour soi. Elle doit forcément venir de quelqu'un d'autre. Et on a par exemple la possibilité de nous la rapporter. Mais elle ne doit pas émaner de nos mains. Dans cet article 1363, il n'y a pas de jurisprudence. En effet, l'article est seul et derrière, aucune décision de justice n'est indiquée.
On va voir un exemple maintenant avec de la jurisprudence derrière, pour bien comprendre comment ça marche. Un article particulièrement riche en jurisprudence, ça va être un article en général très global qui ne rentre pas dans le détail. Le meilleur exemple, à mon sens, c'est cet article 16, ou bien l'article 1240, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Bref, dès qu'il y a un article qui peut être invoqué dans plusieurs situations, il va y avoir beaucoup de jurisprudence. Forcément parce que beaucoup de décisions seront relatives à ces articles. En l'occurrence, l'article 16 dit que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Là, c'est quelque chose de très général et du coup, on a toute une organisation derrière de la jurisprudence. Et donc, on va voir comment ça se présente. En gras, vous aurez les grands titres qui organisent la jurisprudence. Alors, ils ne sont pas toujours présents. Par exemple, si on n'a pas beaucoup de jurisprudence, elles seront posées telles quelles. Mais là, on vous indique bien les principes de cet article 16. Ensuite, on vous fait des articles relatifs à la peine de mort, à l'euthanasie. Ici, c'est la protection contre les menaces d'autrui. Ici, la santé des personnes. Et en fait, comme c'est un article très vaste, on va avoir plein de sous-catégories comme ça qui seront mentionnées. Le droit à la dignité, c'est même organisé en grands chapitres. Du coup, comment on trouve la jurisprudence dans tout ça? Comment on s'organise? On est toujours à l'article 16, regardons la jurisprudence juste ici. On nous parle d'un détenu handicapé mental, et donc la jurisprudence va se trouver juste après. Obligation de prendre des mesures particulièrement adaptées aux détenus malades mentaux, quelle que soit la gravité des faits pour lesquels ils ont été condamnés. Ça, c'est une décision de jurisprudence. Et on voit juste après le point qu'elle a été rendue, cette jurisprudence, par la CEDH, le 11 juillet 2006. On a la date et on a l'affaire. R contre France, avec un numéro qu'on ne mentionnera jamais. En gros, ici, c'est une jurisprudence rendue par la CEDH. Et comme on peut se rapporter à notre table des abréviations, on sait que la CEDH, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Ici, c'est une jurisprudence particulièrement centrée sur un problème bien précis. Et vous voyez que c'est super intéressant parce que c'est là qu'on découvre l'évolution du droit et des décisions bien précises relatives à des arrêts très centrés sur un vrai sujet. D'ailleurs, parfois, les décisions sont un peu tirées par les cheveux, assez comiques, surtout dans le droit de la famille, où on a des situations avec des couples parfois où des séparations sont particulièrement étranges. Et donc, en vrai, il y a moyen de quand même rigoler avec toutes ces jurisprudences. Je vous invite vivement à bien chercher de la jurisprudence relative au thème que vous étudiez sur le moment. Personnellement, ça m'a été super utile pour faire mes cas pratiques. À titre d'exemple, voilà comment je pouvais présenter un cas pratique et ça peut être vraiment valorisé. Ici, on est sur l'article 212. Donc ça, c'est relatif au deuxième semestre en droit de la famille. L'article 212, il est très utilisé. Il dit que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Donc ça, c'est les 4 grands devoirs dans le couple, dans le mariage. Et on a une jurisprudence qui dit que sur la prise en considération de l'adultère dans le divorce pour faute, l'évolution des mœurs, comme celle des conceptions morales, ne permettait plus de considérer que l'imputation d'une infidélité conjugale serait à elle seule de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération. Ça, c'est une jurisprudence du 17 décembre 2015 devant la première chambre civile de la Cour de cassation. Donc en gros, cette jurisprudence, elle est en train de nous dire que quelqu'un qui est infidèle un soir, ça ne marque pas, en fait, ça n'entache pas le devoir de fidélité du mariage juridiquement. Donc ça a été rendu en 2015. Et c'est vrai que c'est une décision plutôt étonnante, on pourrait se dire, mais quand même, c'est une violation de la fidélité. Mais en fait, ils nous disent qu'avec l'évolution des mœurs, le droit doit aussi s'adapter, et finalement, un coup d'un soir, ce serait pas vraiment une violation du devoir de fidélité. Et en se baladant dans le code civil, plus loin, j'avais repéré des jurisprudences qui étaient beaucoup plus strictes, beaucoup plus fermes, notamment celle-ci, article 242, relatif au divorce pour faute. J'avais trouvé la jurisprudence suivante. On considère un cas d'infidélité d'ordre intellectuel. Ça, c'était beaucoup plus tôt dans l'histoire, le 13 février 1986. Mais mettre ces deux jurisprudences, ça permet bien de montrer l'opposition entre le droit et l'évolution de celui-ci. Finalement, il y a 30 ans, on considérait encore que penser à l'infidélité, c'était réprimé, tandis qu'aujourd'hui, on peut la commettre et elle ne sera pas reconnue.
Donc, cherchez bien des petites jurisprudences, opposez-les, soulignez-les dans votre code civil si vous les trouvez intéressantes. Voilà, moi je mettais des post-it. Après, chacun son truc. Moi, les surligneurs, ils me servaient à autre chose. Je vais vous montrer. Moi, au surligneur, ce que je faisais, c'est que je surlignais les délais de prescription. Parce que dès lors que je commençais un développement, si dans l'idée, eh bien, il y avait bien une solution possible, mais qu'elle était prescrite, eh bien, tout devait être annulé. Donc, en général, j'exposais mon raisonnement, puis je disais à un moment, mais oui, mais article 181, il y a une prescription. Là, c'était pour le mariage, et notamment le vice du consentement, mais par exemple, plus loin, à l'article 321, tout ce qui est relatif à la filiation, ici on a vu qu'à l'égard de l'enfant, le délai est suspendu pendant la minorité, prescription par 10 ans. Et donc c'est particulièrement vigilant que de surligner ces délais de prescription, comme ça on les a toujours à l'œil, et ça permet de ne pas les oublier. Personnellement, c'est comme ça que j'opère. Et comme vous le voyez depuis tout à l'heure, dans mon code civil, il y a beaucoup de post-it. En réalité, c'est vraiment un outil indispensable pour vous repérer. Tous les post-it, ils font référence à des articles que j'ai particulièrement utilisés dans les cas pratiques, dans mes entraînements, et c'est ceux qu'on a vus en cours. Alors je les mets pas tous, parce que sinon il y en aurait beaucoup plus. Déjà qu'il y en a à mon avis 75 voire une centaine. J'utilise un code couleur pour bien me repérer. Donc en rose j'avais mis tout ce qui était relatif au mariage. J'avais aussi mis le couple en général, donc le pax, le concubinage. En orange c'est tout ce qui porte sur la filiation. En violet c'était tous les articles sur la nullité du mariage. En vert c'était le divorce. Voilà, la séparation. Et en bleu, c'était l'adoption. Donc l'adoption simple et l'adoption plénière, et puis tous ces effets. Et donc dans ma table alphabétique, j'utilise aussi des post-it. Ici, on nous parle de la filiation. Ma couleur pour la filiation, c'est le orange. Et j'avais posé un post-it là. Comme ça me permettait de directement me rendre à la fin du code civil et d'avoir mes post-it pour bien me repérer et travailler rapidement. Petit détail aussi, lorsque vous avez un article, par exemple ici on est sur l'article 345, on a en 1 la jurisprudence qui est développée, parce qu'on a un titre en gras, mais avant, on voit bien qu'ici on a un article avec 1, 2 alinéas et un troisième juste en dessous. Et lorsque vous voulez rapporter seulement une partie de l'article dans votre cas pratique, vous allez dire par exemple, à l'alinéa 2 de l'article 345, on lit « S'il a plus de 13 ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière ». Si vous voulez ne citer que l'alinéa premier, vous dites « À l'alinéa 1 de l'article 345 du Code civil, on voit que… » et on développe. Et l'alinéa, faites bien attention, ça n'est pas ni le 1 ni le 2. Moi j'avais mélangé, c'est peut-être une erreur un petit peu bête, c'est vrai, mais ça c'est la jurisprudence. Donc on mélange pas alinéa 1 et ici alinéa 2. Et là, alinéa 3. Je pense que vous avez compris le principe. Pareil pour l'article 344, juste là. Les adoptants alinéa 1, alinéa 2, toutefois le tribunal. À ne surtout pas confondre avec la jurisprudence. Et voilà, je pense avoir fait le tour de la présentation du Code civil. Bien évidemment, maintenant je vous encourage à vraiment prendre du temps avec la fameuse brique et puis bien lire, rechercher, surtout des petites jurisprudences, des articles que vous avez pu ne pas voir, faire du repérage avec les post-it pour organiser votre travail. C'est votre meilleur ami pendant cette année, ce Code civil. Et puis il y a énormément de jurisprudence très intéressante, donc personnellement c'est un travail que j'appréciais vraiment. À vous de vous familiariser avec. Sur ce, je vous souhaite de bonnes révisions et une bonne utilisation du code.